Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel numéro de ces acteurs de l'éducation. Vous le savez, pour Campus Matin, je rencontre celles et ceux qui font de l'enseignement à la fois actuel et futur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le colonel Charles Michel et nous allons parler de géopolitique. Vous le savez également, c'est l'une de mes passions, mais j'ai souhaité l'interroger pour avoir sa vision de la géopolitique. On s'aperçoit de plus en plus qu'elle devient une compétence indispensable en entreprise, que de plus en plus d'écoles, quelle que soit leur spécialité, introduisent de la géopolitique dans leur cursus. Et ce qui m'a paru intéressant, d'avoir la vision et la version donc, de l'armée, un petit peu comment ça se passe, comment c'est enseigné. Et puis, à la fin, comme d'habitude, c'est l'invité qui posera la question. Mon colonel, merci d'avoir invité et accepté cette invitation. Allez, une première question très traditionnelle. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous dire un petit peu quelle est, à l'heure actuelle, votre fonction? Alors merci de m'accueillir et puis je suis très heureux de pouvoir participer et partager avec vous cette passion commune qu'est la géographie politique, la géopolitique. Donc de façon extrêmement rapide, donc je suis le colonel Michel, j'ai intégré Saint-Cyr. Avant d'intégrer Saint-Cyr, j'ai fait une licence de géographie et une licence d'histoire. Après ma prépa. Et j'ai eu envie de continuer après, puisque pour moi, un officier, c'est la tête et les jambes. Et que je pense que dans une carrière, quelle qu'elle soit, d'officier, de carrière professionnelle, l'important, c'est de continuer à se former. Donc pendant mon cursus à Saint-Cyr, en plus de mes études, j'ai passé une maîtrise de géopolitique sur la voie maritime du Nord. Voilà, avec déjà les premiers indices de fonte des glaces et d'intérêt de cette route maritime du Nord. J'ai continué parce que je trouvais ça vraiment passionnant et complètement en lien avec mon métier. Et donc, quand j'étais affecté à la Réunion, je me suis intéressé à la géopolitique de la France dans l'océan Indien. Poussière d'île, l'Étaf, la Réunion. Et donc, j'ai fait d'abord un DEA et puis ensuite un doctorat de géographie géopolitique sur la présence de la France dans le sud de l'océan Indien. Voilà, qui m'a beaucoup intéressé. J'ai continué en parallèle ma carrière avec de nombreuses opérations de la Bosnie à l'Afghanistan, en passant par le Mali ou la Centrafrique. Et dernièrement, j'étais affecté en Mauritanie et je me suis intéressé à la géopolitique de la Mauritanie et en particulier sur l'histoire récente, en fait, comment la Mauritanie, qui était dans une position très similaire à celle du Mali en 2005, a réussi à se sortir de l'emprise des groupes armés et à avoir aujourd'hui une sécurité que je qualifierais de stable par rapport à, même de très stable par rapport à l'ensemble de ses voisins. Donc voilà très rapidement mon cursus. Et je sers aujourd'hui à l'état-major de la 3e division à Marseille, qui est un état-major opérationnel. Je suis prévu pour repartir au Mali en janvier. Vous avez été très précurseur, vous l'évoquiez avec les routes du Nord avant que ça soit d'actualité avec le réchauffement climatique. Votre thèse également dans l'océan Indien et cette fameuse zone. Si vous deviez donner une définition de la géopolitique, ça serait laquelle? Ah, la définition de la géopolitique, ça c'est un vrai sujet. Oui. Il y a de nombreux universitaires se sont écharpés autour de cette définition de la géopolitique. Moi, je dois avouer que j'aime bien la définition d'Yves Lacoste, qui part de la géographie. En fait, les rivalités pour ou sur un espace. Je la matinerai assez volontiers avec un peu ce que disait René Raymond, que je trouve intéressante, où il disait l'espace, c'est un enjeu, c'est un théâtre, et du coup, c'est des forces. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc, pour moi, la géopolitique, c'est vraiment. Ça s'applique d'abord sur un espace. Alors, en termes, ça, c'est plutôt le géographe qui parle. Si je refais parler l'officier,
c'est le terrain. Donc c'est bien un terrain avec tout ce qu'il façonne, c'est-à-dire sa partie physique, sa partie humaine, qui est l'enjeu de force politique. Et c'est à partir de là qu'on définit, à mon avis, la géopolitique. Donc voilà un peu comment j'aurais tendance à la définir. Après, il y a quelque chose qui en sort et qui est assez parlant pour moi, c'est la partie géostratégie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a défini les forces géopolitiques qui s'appliquent à un espace, et là je me réfère un peu au général gallois, à partir du moment où on a défini ces forces, qu'on a fait finalement un peu de ce que j'appellerais de l'information ou du renseignement, on définit quelle stratégie on va pouvoir appliquer sur cet espace pour arriver à tel ou tel choix. Enfin, il y a une chose qui me paraît aussi importante dans la définition et qu'il faut prendre en compte. Pour moi, c'est le niveau. C'est-à-dire que pour moi, la géopolitique, elle peut s'appliquer du niveau étatique, voire interétatique, la géopolitique de l'Union européenne, la géopolitique de la CEI, pour reprendre des États-Unis, mais elle peut se décliner jusqu'à un niveau local. Et en particulier, j'avais lu une étude de géopolitique très intéressante sur la politique des bassins versants en France, avec les différents intérêts autour de l'eau et justement sur des schémas sur lesquels on n'a pas forcément l'habitude de parler de géopolitique, mais qui me paraissent très intéressants. Quelles sont les agences de bassins versants? Quel est le rôle des municipalités? Et toutes ces forces politiques qui s'appliquent sur un espace et sur une matière me paraissent des choses très intéressantes à étudier. Sur l'aspect géostratégie, je vois très bien le parallèle entre le monde militaire et le monde de l'entreprise, avec connaître le terrain pour pouvoir définir sa stratégie. Alors, je pense que c'est des questions sur lesquelles on viendra un peu plus tard, mais oui, tout à fait. Enfin, je veux dire, je pense que quel que soit son métier, la première chose, c'est la connaissance du terrain. Je pense que si on a une bonne connaissance de son terrain, des forces qui y sont, c'est d'autant plus une force quand on veut vendre un produit, quand on veut y installer une entreprise, etc. Enfin, oui, mais je pense que c'est des choses sur lesquelles on reviendra et j'ai quelques exemples, à mon avis, qui sont largement transposables en tête. D'accord. Alors, qui dit connaissance, dit également formation. Comment l'armée apprend-elle la formation en géopolitique de ses futurs officiers? Alors, en fait, je pense que moi, ma formation à Saint-Cyr, elle a été plutôt tournée vers les relations internationales. Voilà. J'ai eu une formation solide quand j'étais en prépa pour Saint-Cyr en cartographie, que j'ai poursuivi derrière en géographie, avec de la géomorphologie, etc. Donc, si vous voulez, enfin vraiment pour moi la géopolitique c'est bien, il y a bien une base de géographe derrière, même si elle va faire appel à de nombreuses autres ressources académiques, de la sociologie, de l'économie, de l'histoire, etc. Mais il y a bien ce qui va, et là c'est le militaire, les deux pieds dans la glaise qui vous parle. Si vous n'avez pas le terrain, si vous n'avez pas la connaissance fine du terrain, des saisons, des différentes difficultés qui peuvent s'y appliquer, des grands couloirs de passage, des grands couloirs de mobilité, à mon avis, il est assez difficile de tenir un raisonnement géopolitique. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il faut à la fois un aspect académique. J'aime bien également cet aspect carte. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais il faut également beaucoup d'expérience de terrain. Je pense que, alors, De Gaulle disait la culture générale, c'est l'école du commandement. On peut le dupliquer, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire c'est la culture générale permet la géopolitique. C'est bien parce que vous avez une vision très transverse que vous commencez à matiner votre raisonnement. Et plus vous creusez, plus vous allez trouver des choses intéressantes et plus vous vous approchez d'une certaine forme de réalité du terrain à un moment donné du temps. Alors je parle beaucoup du terrain, mais c'est vrai que c'est pour nous officiers, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que moi, je suis dans l'armée de terre, donc le milieu terrestre, qui est un milieu complexe par les populations qui y vivent, par les terroirs, les territoires, c'est quelque chose sur lequel, à partir duquel on bâtit notre réflexion et qui est vraiment quelque chose d'important. On est là plutôt au niveau officier. Qu'en est-il, on veut dire, si on va
vers le niveau des sous-officiers ou de la troupe. Est-ce qu'il y a besoin également de les former à la géopolitique dans l'armée? Alors oui, puisque donc notre précédent CEMAT disait que l'armée, Juste ces maths pour les non-initiés. pardon, oui, le chef d'état-major de l'armée de terre disait que l'armée, c'est quelque chose qui est, en termes de promotion sociale, qui est important, mais il n'y a pas d'ascenseur, il y a un escalier, parce qu'on demande à tous un effort. Nos sous-officiers, par exemple, ont un certain nombre d'examens en cours de carrière pour pouvoir progresser de grade en grade. Dans l'examen qui est important, qu'on appelle le brevet supérieur de technicien de l'armée de terre, qui se passe au niveau de sergent-chef pour passer adjudant et adjudant-chef, vous avez tout un raisonnement. On leur demande de tenir un raisonnement de relations internationales ou de géopolitique qui s'applique de façon à leur permettre de se situer dans leur environnement. Demain, je projette un sous-officier au Mali. Ce dont j'ai besoin, c'est qu'ils savent dans quel contexte il va opérer. C'est important pour bien comprendre le sens de sa mission. Donc derrière, il y a bien cet aspect fondamental de la connaissance qui permet de mieux accomplir sa mission, ou demain, connaissance qui, pour vous, pour une entreprise, qui permet de mieux réaliser son projet. Et comment vous les préparez également par rapport à leurs propres opinions personnelles? Parce que de temps en temps, il doit y avoir des contradictions personnelles et éthiques. Alors, je ne vois pas très bien à quoi vous faites référence sur des Pas contradictions par personnelles et rapport au éthiques. Mali, par rapport à des missions particulières. Est-ce que, comment, il y a un aspect humain ou Alors, bah, oui, mais l'aspect humain, il est plus sur la mission, c'est-à-dire qu'il y a pas de vraiment de, enfin, il n'y a pas de rapport avec la géopolitique, c'est-à-dire que je pars en mission, quelle va être ma mission, est-ce que ma famille derrière ça va être possible, voilà, c'est des départs qui sont souvent entre 4 et 6 mois, donc il y a une préparation psychologique, mais il n'y a pas une préparation si vous voulez, où j'ai pas de contradiction. C'est-à-dire qu'on leur explique la situation, on leur dit voilà la mission que nous allons réaliser, et à partir de là, la mission est faite. Mais on n'a pas de problème de contradiction philosophique ou personnelle. Vous savez, l'armée a une vision assez comment dirais-je, homogène de ce genre de choses. tout à l'heure, vous parliez des cartes. Est-ce que dans votre formation, on vous a appris à faire vos propres cartes d'analyse? Alors, à tous les niveaux en fait, de grade, on nous apprend à faire des cartes d'analyse terrain de façon à pouvoir développer nos tactiques. Donc, la première qu'on nous apprend à faire, c'est ce qu'on appelle de manière je veux dire, familière, le chevelu. On va dessiner les réseaux hydrographiques et les lignes de crête, qui permet d'avoir déjà une vision assez synthétique du terrain dans lequel on va s'engager. Donc en général, et c'est valable à tous les grades, on commence par faire un chevelu de la zone, si on en a le temps, même rapide, de façon à voir dans quelle zone on va s'engager, de façon à ne pas mettre des troupes au fond d'une cuvette ou d'un talweg, de pouvoir voir si on a des vues, etc. Et puis petit à petit, l'étude des cartes, dans ce qu'on appelle la méthode, on a une méthode qui est très intéressante, qui est la méthode d'élaboration d'une décision opérationnelle et tactique, et dans laquelle l'aspect terrain joue un rôle fondamental. Donc c'est où est-ce que je vais m'engager, comment est mon terrain et comment je l'analyse. Et on a une série, la méthode est assez intéressante parce qu'on a une méthode de raisonnement qui nous permet de proposer un certain nombre de décisions au chef en lui disant voilà l'étude qu'on a menée, comment on l'a menée et à quel résultat on peut arriver. Mais ça peut faire l'objet d'un cours complet sur les méthodes de réflexion militaire. La technologie vous aide de plus en plus ou pas pour élaborer ces cartes? Oui, oui, aujourd'hui avec les systèmes informatiques, voilà, j'ai des cartes thématiques. Enfin, on a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Moi, je suis officier du génie, par exemple, je vois pour tout ce qui est franchissement, donc franchissement de coupures humides, de rivières. On a des cartes qui sont très intéressantes sur qu'est-ce qu'on a dans les fonds, la largeur des rivières, la nature des berges, si elles sont franches ou si elles sont plutôt évasées, des choses comme ça. Donc oui, on a des cartes thématiques dans plein de domaines. Et puis on peut même demander à en faire. Il y a un groupe géographique au sein des armées qui est très performant. Et derrière, enfin, vous l'évoquiez aussi, et c'est toujours pour moi aussi un sujet d'interrogation. Comment on prépare à prendre la décision et la bonne décision?
C'est ce dont je vous parlais. C'est en fait, on a au niveau tactique ou au niveau stratégique, on a une méthode qui est la méthode d'élaboration des décisions opérationnelles et qui est une méthode où après que le chef ait donné la mission en disant voilà, je veux qu'on fasse telle chose, on décortique. Donc on va la décortiquer avec qui, contre qui, sur quel terrain, dans quel temps donné. Et petit à petit, on va tirer des fils qui vont permettre, avec des recadrages réguliers au chef, c'est-à-dire on revient vers lui, on lui dit voilà, mon général, on a très bien compris votre mission, voilà le terrain dans lequel on va s'engager, voilà le temps, et voilà une première proposition. Oui, non, réorientez-vous un peu plus comme ça, et là on repart sur un deuxième cycle, avec après l'étude de l'ennemi et comment on le confronte. Donc on fait ce qu'on appelle du wargaming, c'est-à-dire en se disant voilà, l'ennemi auquel on va être confronté est de telle nature, nous on est de telle nature, où est notre force, où sont ses faiblesses? Et inversement, où sont ses forces, où sont nos faiblesses? Voilà. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra en rediscuter plus longuement. Voilà, je pourrais vous présenter la méthode d'élaboration qui a rien de secret. Oui, parce qu'avec grand plaisir. C'est vrai que moi, un de mes rêves, entre guillemets, hein, serait d'apprendre à nos étudiants à faire leur propre grille d'analyse à partir d'une entreprise, puisque chaque entreprise a sa propre vision, et puis ensuite de préparer à pouvoir prendre la bonne décision. Et c'est vrai que c'est pas, enfin, comment, c'est pas Et ce qui toujours est évident. intéressant, c'est que c'est un travail extrêmement collectif et collaboratif. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire des groupes de travail de façon à ce que, à la fois le logisticien, l'officier de renseignement, l'officier opération, celui qui s'occupe de la partie aérienne ou de la partie artillerie puissent échanger en disant oui, ok, ça c'est intéressant, mais est-ce que vous avez pris en compte telle dimension du problème? Qui est moi, pour la logistique, par exemple, ben voilà, par exemple, on a qu'une seule voie ferrée. Donc, je ne pourrais amener que tant de tonnes de ravitaillement jour. Donc, on ne pourra alimenter que tant d'unités. Et puis vous l'avez mentionné, après, derrière, c'est la connaissance, et c'est le terrain, et c'est l'expérience. Après, c'est une bonne connaissance du terrain et puis effectivement l'expérience. Mais comme dans une entreprise, comme quand on commence junior, consultant junior et qu'on finit consultant senior. La différence, c'est bien l'expérience. Alors, vous l'avez évoqué, vous êtes enfin, dans l'armée de terre. Est-ce que vos collègues de la marine ou de l'armée de l'air ont la même approche de la géopolitique? Alors, c'est difficile de parler pour eux, mais effectivement, il y a des formes. Ils ont en école de formation, ils ont des formations je qualifierais plus de relations internationales, mais je connais mal la formation des autres armées. D'accord. Alors, enfin, comme on a parlé de l'importance du terrain, de l'expérience, est-ce que vous, sans indiscrétion, il y a quelques exemples dans lesquels la dimension géopolitique vous a été particulièrement utile pour prendre des décisions? Alors, je sais pas si c'est pour prendre des décisions. Je peux avoir deux exemples qui me viennent en tête. Alors, le premier, très court, ma première opération, c'était en Bosnie, en 1996. Et j'avais beaucoup lu avant, c'était intéressant sur justement les forces qui, qui ont amené à l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, forces centripètes à l'intérieur, mais également le jeu des grandes puissances. Une Russie URSS affaiblie, la volonté américaine de rentrer dans les Balkans, le jeu allemand de son arrière-cour, tout ça c'était très intéressant. Un exemple plus concret, plus récent, on parlait du Mali. En fait, j'ai eu la chance d'être représentant du commandant fort et commandant de la base aéroterrestre de Gao pendant 6 mois l'année dernière. Et il y a vraiment un corème qu'on pourrait, enfin un schéma géopolitique qu'on peut mettre en place sur la partie est du Mali qui est très intéressant. En fait, entre Gao et Niamey, vous avez le fleuve Niger, et qui est doublé par quasiment la seule route en bitume de cette zone-là. Il fait donc Gao-Niamey. Cette route, c'est l'artère vitale du commerce, mais depuis des centaines d'années. En fait, c'est toutes les routes du commerce transsaharien entre Afrique subsaharienne et Afrique du Nord qui passent et qui traversent le Sahara, passent par là. Donc, c'est une zone qui est plutôt riche, puisqu'elle est en plus irriguée dans une zone qui est plutôt sahélienne, donc désertique. Donc, elle est l'enjeu
de pouvoir. Elle est aussi l'enjeu de pouvoir parce que cette zone est très riche en or. Donc vous avez de nombreux orpaillages illégaux dans le secteur. Si elle est riche, elle attire les groupes armés terroristes, elle attire des bandits qui viennent la rançonner, qui viennent la couper pour essayer d'en tirer des subsides pour faire vivre leur groupe, etc. Donc, vous avez tout un système vraiment de géographie politique autour de cette artère vitale qui se met en place avec des acteurs qui cherchent à la défendre, le Force Barkhane, la MINUSMA, les forces maliennes, des acteurs qui cherchent à en profiter, les trafiquants. Trafiquants, c'est aussi une route importante dans le cadre du trafic de drogue, les orpailleurs illégaux, et puis des groupes qui cherchent à la couper, tels que les groupes armés terroristes. Donc, comment ça s'applique? Quel est le jeu? Quels sont les jeux qui s'appliquent dans ce milieu? Quelles sont les tensions, les zones grises? Tout ça, c'est extrêmement intéressant et ça a nécessité, voilà, en fait, on a fait avec mes officiers une grille d'analyse très terrain, très proche d'une analyse géopolitique pour essayer de comprendre à quel endroit on pouvait nous apporter quelque chose et comment on pouvait faire pour apporter quelque chose de façon à sécuriser cet axe. Au niveau de l'armée, pour revenir à l'aspect formation, est-ce qu'il y a je ne sais pas si l'expression est bonne, mais vous me le direz, est-ce qu'il y a de la formation continue en géopolitique pour les officiers? Alors, il y a plusieurs moyens de formation continue. On est pas mal alimenté en termes de travaux de l'IRSEM, par exemple, l'Institut de recherche de l'école militaire. On est alimenté en travaux par le centre de renseignement qui nous envoie des documents souvent classés sur, par exemple, des conflits récents dans l'Est de l'Europe, à la charnière entre l'Asie et l'Europe, des choses comme ça. Donc oui, il y a une formation continue. On a régulièrement des instructions cadres où on vient aborder un sujet, voilà, soit celui dont je viens de parler, soit d'autres, voilà, l'évolution de la situation en Afrique subsaharienne, le Soudan, des choses comme ça. D'accord. Et est-ce que vous auriez un message pour les étudiants? Est-ce que j'ai un message pour les Oui, étudiants? par rapport à la géopolitique ou par rapport à l'armée ou par rapport à votre carrière qui semble riche? Alors, non, j'ai pas de. Si, bien sûr que j'ai un message. Travailler, ça vaut le coup. Mais voilà. Et puis, c'est bientôt fini. Après, il faut rentrer de plein pied dans la vie professionnelle. Non, le message. L'armée est ouverte. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en coopération. Je sais qu'il y a la Fondation Saint-Cyr, par exemple, qui travaille beaucoup avec des entreprises dans du cadre de team building, de choses comme ça. On recrute pas mal d'officiers sous contrat. Voilà, même Saint-Cyr est ouvert en troisième année à des étudiants qui ont déjà un diplôme type diplôme d'école de commerce ou diplôme de Sciences Po. Et ces gens-là peuvent rentrer directement en troisième année à Saint-Cyr pour suivre une scolarité plutôt axée sur le midi et qui leur permet d'avoir une carrière d'officier demain. Donc voilà un peu les messages que je pourrais leur passer. Voilà. Et puis bon courage pour les examens. Et très géopolitique, parce que quand on voit à la fois votre carrière et votre profil, la géopolitique a quand même été un élément très très important. Oui, un élément important voilà, enfin, en tant qu'officier, on est quand même souvent au cœur de l'histoire actuelle, et donc si on n'a pas une bonne connaissance, enfin, voilà, c'est mon avis, hein, mais si on n'a pas une bonne connaissance des forces qui sous-tendent tout ça, on est un peu le naïf de la farce. Donc ça permet aussi d'avoir les quelques pas de recul sur son action dans un système général. Une autre question qui me vient à l'esprit, est-ce que vous avez été en contact avec vos homologues d'autres pays? Est-ce que vous savez un petit peu quelle est leur approche de la géopolitique? Alors j'ai eu la chance, pendant que j'étais en Mauritanie, en fait, de participer à la création du collège de défense pour le G5 Sahel. Donc collège de défense, c'est l'équivalent école de guerre pour le G5 Sahel. Donc il a fallu mettre en place toute la partie formation. Vous me parliez tout à l'heure de votre rôle au sein de la formation de l'école de management de Grenoble. Et ben en fait, il a fallu que je fasse tous les programmes.
Et du coup, faisant les programmes, j'ai trouvé indispensable, surtout sur une école comme ça transnationale où on forme des officiers de 5 nationalités, d'avoir un aspect géopolitique très important. Donc oui, dans ces armées africaines, c'était important de le mettre en place et de continuer cela. Après, en Afghanistan, moi j'étais avec la 85e, la 82e division aéroportée américaine. Euh, leurs études géopolitiques sont plutôt très intéressantes. Ils ont un vrai travail de mémoire, de réflexion, etc. autour de cette matière dans plein de domaines. Voilà. Donc oui, toutes les armées, je pense, alors je n'ai pas la prétention de toutes les connaître, mais toutes celles que j'ai fréquentées, il y a cet aspect-là est très important.